Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Alexandre Busque. Ça fait déjà quelques fois qu'Alex vient jaser sur le podcast et j'ai décidé de le réinviter de nouveau parce que j'aime toujours ça, jaser avec Alex. Je trouve que c'est un bon Jack, puis j'aime ça faire des podcasts avec lui. Et pour l'occasion, on parle de course à pied. Alex, c'est quelqu'un qui a déjà entraîné des athlètes en course à pied. En fait, il entraîne encore des athlètes en course à pied. Il se prépare pour un marathon. Il a un bon background en course. Après ça, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jumeler le terrain et les recherches scientifiques. Fait qu'Alex est très bon vulgarisateur. Et pour l'occasion, ben, on parle de course à pied, évidemment. On va parler de comment commencer à courir de la bonne manière, les erreurs à ne pas faire. On va parler aussi du lien entre la musculation et la course à pied. Bref, podcast super intéressant pour les gens qui s'intéressent à la course. Donc, si tu veux commencer à courir, si tu es quelqu'un qui court de temps en temps ou même si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, je pense que tu vas bien aimer la conversation que j'ai eue avec Alex parce que moi, j'ai bien aimé ça. Je m'intéresse de plus en plus à la course à pied. Je trouve que c'est un sport cool, facile d'accès. Puis on parle de ça aussi dans le podcast de cette semaine. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Alex. Je te souhaite une bonne écoute. Mais je voulais quand même dire que écoute, sur Spotify, la plateforme pour, tu vois tes stats de podcast, right? Puis, t'es, 1, 2, t'es le 8e. Tu me sors un score de marde, là. Non, t'es le 8e podcast plus écouté. Ah, c'est cool. Ben, merci. C'était l'épisode numéro 60, briser les mythes sur la perte de gras. Puis, tu sais, du monde comme Christian Thibodeau, qui évidemment, il a un gros reach, ça, fait qu'il te devance, mais quand même, tu sais, sur 175 épisodes, 176 épisodes, t'es dans le top 10. Ben, merci, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ça. T'as manqué une belle opportunité de joke, sincèrement. T'aurais pu vraiment me sortir un score de marde. Ah ouais. T'es l'avant-dernier. Ben là, présentement, ce qui arrive dans les épisodes de podcast, c'est qu'au moment que tu sors aujourd'hui, t'es probablement le dernier. Parce qu'il va peut-être avoir 15 écoutes, mais après ça va monter. Mais là, je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que tu viens jaser sur le podcast, Alex. Fait que merci de prendre le temps. Ben merci de me recevoir, man. C'est très on vient de faire un résumé de nos vies des 2 dernières années avant de commencer à taper tout ça. Fait que on s'est mis à jour là-dessus. Fait qu'on est ready to rumble. Exact. Puis écoute, il y a plein d'affaires, Alex, que je veux jaser avec toi. Parce que là, on parle évidemment course à pied. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que, tu sais, on en parlait justement tantôt, on a un peu le même background. On est des gars de gym. Ouais. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais moi, j'ai tout le temps été, j'ai fait bodybuilding, j'ai trippé là-dessus un bout, là, le weightlifting, l'entraînement. Puis la course, ben, j'ai jamais vraiment eu de l'intérêt vers la course, mais là, j'ai commencé à courir cette année, OK? Ouais. Puis j'avais couru, je n'ai déjà parlé dans un podcast, j'avais couru dans le temps de la pandémie comme bien des Québécois parce qu'on voulait tout sacrer notre camp dehors. J'ai fait ça en innocent, là, dans le sens que j'ai commencé à courir la première fois en 10 ans, puis je me suis tapé 3-5 kilos dans ma semaine. Puis j'ai fait ça la semaine numéro 2, la semaine numéro 3. Après 3 semaines, j'avais des périostites, j'avais mal aux genoux. J'étais comme, asti que la course c'est de la merde, c'est pas fait pour nous autres, c'est juste que c'est moi qui ai fait ça en innocent. Fait que, puis là, j'ai recommencé cette année à courir de façon sensée, avec une bonne progression, puis tout ça. Fait que, bref, j'ai comme... Puis toi aussi, en fait, tu parles beaucoup de course à pied. T'es un gars qui a un background de gym. Je sais pas si la course à pied fait partie de ton champ d'intérêt depuis plus longtemps que moi, parce que à ce que je me souviens, ça fait plus longtemps que moi que t'en parles, mais ça fait pas plusieurs années, right? Moi, j'ai commencé à courir avant de m'entraîner. Oh shit, ok, bon, on a de quoi. Ouais. Ok, je savais pas. Okay. Ouais, moi, quand j'ai arrêté de fumer, en fait, je m'entraînais en Beauce dans le temps. Puis le petit gym dans lequel je m'entraînais, c'était un gym de village. Fait que ça roule au bénévole. Fait que le gym était essentiellement tout le temps fermé. Fait que avant d'avoir un scooter,
qui était dans le temps un grand synonyme de liberté, man. Un scooter en Beauce, t'es un homme, là. Il y a eu un moment où est-ce que c'était le service militaire, la preuve d'être un homme. En Beauce, c'était un scooter, t'es golden. Avant d'avoir mon scooter... C'était quoi ton scooter? C'était-tu un Bee-Weez? Oui, man, c'était un Bee-Weez. C'était un Bee-Weez 50, il était gris, man. Ah ouais, les Bee-Weez. C'est juste le fait que t'aies sorti Bee-Weez, j'étais comme pas prêt à ça, pas t'avouer. Mais oui, c'était ça. Dans ce temps-là, les OG se reconnaissent. Ouais, c'est ça. C'est quoi un Bee-Weez? Hein? Ça n'existait pas, man. Il y avait des gars dans le temps qui modifiaient leur scooter pour aller chercher 2 cc de plus. Puis c'était beaucoup d'efforts. Des pipes. C'était beaucoup d'efforts pour rouler 52 au lieu de 50. Oh, ouais. Quand même pas mal. Mais dans ce temps-là, c'est ça. Puis moi, j'essayais de m'entraîner. Puis j'ai commencé à tomber big dans le fitness au moment où est-ce que j'ai arrêté de fumer, comme tout. C'est drôle, même, les histoires d'entraîneurs où est-ce que comme j'ai tout le temps été sportif toute ma vie, puis je me cherchais un peu, puis là, je voulais trouver une manière de transférer ma passion. Moi, j'étais fucking overweight. Moi, j'ai mangé des quantités déraisonnables d'Oreo durant ma jeunesse, puis j'ai joué à des quantités irraisonnables de jeux vidéo aussi. Fait que no shit, j'étais un peu en situation d'obésité morbide, puis même si je voulais commencer à m'entraîner au gym, le gym était tout le temps fermé. Fait que la journée que j'ai arrêté de fumer, qui est aussi la journée que j'ai reçu ma lettre pour rentrer en kin, je te dirais. Avec quel âge? 16 ans, man. 16 ans, c'est ça? 16 ans, tu rentres à quel âge tu rentres à l'université? 17? Mais non, plutôt, l'université, ouais, 19-20 peut-être? En tout cas, l'année avant que je rentre à l'université. Okay. Fait que, mettons, 17, là, c'est là que j'ai arrêté de fumer. Puis, même si je voulais aller au gym, le gym était fermé. Fait que j'ai commencé à pousser considérablement la course à pied, je te dis. Dans mes rages de nicotine, je fumais. Dans mes rages de nicotine, je courais, pardon. Dans mes rages de nicotine, je fumais. Hein? Le gars, il a pas compris, man. Non, c'était jamais... Puis là, mettons qu'on dit que c'était vers 17-18 ans, là, t'en as 32. Fait que mettons, dans les 12-14 dernières années, t'as toujours couru quand même assez régulièrement ou un intérêt vers ça? C'est une bonne histoire, ça, je te dirais. La réponse est oui, mais comme toute personne responsable et raisonnable, un peu comme t'as fait quand t'as commencé la course à pied. Moi, j'ai fait un 5 km. Je pense que j'ai jamais fait de 10 dans ce temps-là. 5 demi-marathons. Après ça, j'ai trouvé l'année d'après. Après ça, j'ai découvert les Spartan Race. J'ai fait la même progression. J'ai fait le Spartan Sprint, fait que mettons 2018, whatever les années. Okay. Après ça, j'ai jamais fait de super. Après ça, je suis passé à Spartan Beast. Puis après ça, je suis passé à l'autre année d'après. Il y a comme une Beast en course à obstacles, et Spartan Race dans ce temps-là, qui se passe à Kennington, qui est un peu difficile. Puis une Beast normale. Fait que j'ai fait 5 à 21 à la Spartan Beast, la plus difficile qui existe au Canada, en Amérique essentiellement. Fait que j'ai eu vraiment de progression de merde jusqu'à temps que cette belle progression un peu trop intense se poursuive puis que je finisse par faire quelque chose qui s'appelle la Spartan Ultra Beast, qui est essentiellement c'est 50 km de course à obstacles en Ontario. Puis là, man, je me suis chié mal sale. Mal sale. Ça m'a pris un bon 2 ans. C'est dans ce temps-là quand j'ai commencé plus le CrossFit, d'ailleurs, à cause que j'étais plus capable de courir tant que ça. Parce que parce que ma progression était conne, là. Mettons, en 3-4 ans, je suis passé de 5 km à fucking ultramarathon, tu sais. Fait que je me suis vraiment... Après avoir fait l'Ultra Beast, man, c'est mon ex de l'époque, au Ivo, dans le centre-ville de Montréal, qui m'avait aidé à me lever les jambes pour me coucher dans le lit, parce que j'étais littéralement pas capable de lever mes propres jambes, genre. Fait que c'est ça. Puis après ça, suite à l'Ultra Beast, ben là, j'étais plus capable de courir, man. J'ai eu mal aux genoux pendant fucking 2 ans. Fait que là, je suis retourné un petit peu plus en gym. Via ça, j'ai retrouvé le CrossFit, l'haltéro. Puis j'ai recommencé à courir dans les 4-5 dernières années plus régulièrement, je te dirais. Fait que c'est on and off pas mal, mon affaire. Mais oui, j'ai touché à la course à pied en même temps ou très comparable à l'entraînement, je te dirais. Puis tu remarques-tu que... En tout cas, moi, c'est peut-être ma perception à moi, vu que je cours plus, j'ai plus d'intérêt vers ça, évidemment. Dans mon algorithme, ça va popper plus aussi, mais mais je pense que c'est quand même un phénomène, du moins au Québec, peut-être mondial aussi, qu'il y a vraiment plus de monde qui court. Il y a eu un enjeu cette année. Excuse-moi, man, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y. J'allais dire, il y a un enjeu cette année quand tu as des athlètes qui font des courses où est-ce que les grosses courses sont pratiquement toutes sold out des mois et des mois à l'avance. Moi, je perçois vraiment qu'il y a plus de coureurs cette année. J'ai tout le temps été plus en trail qu'en route, je te dirais. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui est pire en trail que sur la route. Mais moi, j'ai tout le temps eu ma course que j'appelais ma course bouche-trou, où est-ce que j'inscrivais des clients, mettons, qui est le demi de Bécancour. Puis cette course-là, dans mon discours, c'était tout le temps genre « Ah man, cette course-là est jamais sold out. » Fait que worst case scénario, tu écriras 3 jours avant, puis t'es good. Puis là, il est fucking sold out. Là, oh shit, hein? Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de coureurs en général. Ce qui est malade, c'est vraiment le sport avec la plus faible barrière d'entrée. Oui. Puis en termes de... oui, puis la faible barrière d'entrée, c'est un Christy de bon point parce que
c'est pas très dispendieux, là, une paire de running. Malgré que l'enjeu, c'est vrai que c'est pas très ça peut le devenir. Ouais, parce que là, l'affaire, moi, je suis 100% coupable, mon gars, là, parce que là, Qu'est-ce que t'as fait? ça reste que c'est moins dispendieux que n'importe quel, que bien des sports puis bien des disciplines. Mais là, évidemment, que tu t'achètes une paire de running shoes, là, comme, bon, ça va mettre quoi, un 100$, 150, 200, tout dépendant du budget. Et là, il y en a qui peuvent monter à 300. Fait que, tu sais, bref, une paire de running. Sauf que là, tu t'achètes une montre, soit Garmin, Apple Watch, parce que là, tu veux ton pace, tu veux avoir ta musique dans tes oreilles. Fait que là, si t'as pas d'AirPods ou ben des écouteurs sans fil, pour le monde qui aime ça. Ça, c'est un mensonge d'ailleurs. Le monde sont comme, ça me prend une montre qui a de la musique parce que j'aurais pas besoin de traîner mon téléphone. Tu vas traîner ton téléphone pareil, bro. Oui, tu vas traîner. Ça, c'est un mensonge. Ah, mais moi, je passe sans mon téléphone. Ah ouais? Ah, ben, ça. Tu fais bien, c'est une bonne affaire. Moi, je passe sans mon téléphone parce que là tu veux des shorts quand même assez légères pour être mobile. Fait que moi, courir avec mon sel. Ça marche pas. Fait que là. Ouais. Mais cette métaphore-là, tu l'as dans tous les sports. Là. On jouait au hockey dans le temps, puis on jouait au hockey avec des bâtons à 50$, puis en ce moment, puis je sais pas de toi, là, mais toi, t'avais-tu connu comme moi l'arrivée des bâtons en graphite? Oui. Puis là, les jeunes qui écoutent vont faire quelle vieille gang de papy. Dans le temps, nous autres, c'était un big deal. Là. Puis là, on passait des hockey de 30$ à des hockey à 200$. T'es pas obligé d'avoir une montre, t'es pas obligé d'avoir des affaires. Je parlais à Blaise Dubois. J'étais allé à une formation de Blaise Dubois récemment, qui est le plus gros physio en course à pied au Québec, essentiellement, qui est un gars qui est là depuis 30 ans. Puis Blaise, il court pas de montre. Oh, ouais, je suis 100% d'accord. C'est pas nécessairement une obligation. Là, non. T'es pas obligé de loguer tes affaires sur Strava. Moi, je le fais, mais ça reste... Le point, c'est quand même accessible, au final. Ouais, ça l'est, ouais. Je pense que oui. Puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé, c'est côté... quand on parle d'accessibilité aussi, c'est... Tu sors de chez vous, puis t'es prêt à courir, là, tout dépendant de ce que tu habites, mais... T'as pas besoin d'aller... tu sais, c'est time consuming. Là, dans la gestion du temps, ça se squeeze bien dans un horaire pour le monde qui sont occupés, qui sont parents, qui sont entrepreneurs, que ça va vite. Écoute, tu peux aller commencer avec des intervalles ou whatever, mais écoute, courir un 2, 3, 4, 5 kilos, puis ça te prend pas 2h30. Là. Non. Fait que c'est quand même chouette pour ça, au final. 100%. Puis il y a de quoi de beau, puis il y a de quoi de beau dans la simplicité aussi. Tu sais, où est-ce que dans l'air dans lequel on est, puis on le voit, puis là, c'est comme si tu fais pas tel exercice super complexe. Tu sais, c'est rendu quasiment vanille si tu fais un dumbbell bench press au gym à ça. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant, je pense, à ça, à juste que ça soit simple puis vraiment efficace. Puis ça, c'est un beau plus-value pour la plupart du monde. Vraiment. Puis, tu sais, ce que je veux qu'on discute aussi, c'est profiter de ton expérience en lien avec la course, puis peut-être briser certains mythes parce que il y a beaucoup de gens qui vont encore dire que la course, c'est difficile pour les genoux, difficile pour les chevilles, comme les mentalités que j'ai eues peut-être dans le passé qu'on va se blesser facilement. Fait que c'est sûr que la course, comme dans n'importe quoi, faut que tu commences graduellement, faut que tu prennes le temps de prendre le temps aussi, tu entends? Puis comment est-ce que, mettons qu'on adresserait la conversation puis le podcast aujourd'hui à quelqu'un qui commence à courir. C'est sûr que là, si en ce moment, t'es rendu à courir des 42, tu te prépares pour des marathons, tout ça. Il y a peut-être des conseils que tu vas être capable d'appliquer, mais probablement que tu sais où ce que tu t'en vas, right? Ça fait déjà une couple de temps que tu cours, mais peut-être pas non plus. Mais mettons qu'on commence à la limite, puis peut-être qu'on ira vers un peu plus poussé plus loin dans le podcast, mais une personne qui commence à courir, puis qui, dans ses premiers mois, puis qui veut pas se blesser, veut faire ça comme du monde, selon toi, Alex, un top 3 de choses, là, 3 choses essentielles à faire quand tu veux commencer à courir. Fait que toi, 3 progressions ou whatever, sans dire, là, tu devrais t'acheter des écouteurs ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'on devrait faire de façon logique pour commencer? Ben, la première affaire, je te dirais, c'est, j'ai bien aimé ce que tu as dit, à savoir que les différences en termes de marathoniens, puis les différences en termes de gens qui commencent ou de débutants sont quand même prononcées, mais pas tant que ça. T'sais, moi, je suis en probablement. Je vais faire 2 marathons, moi, cette année. Là. Comme un dans 2 semaines, puis un dans une couple de semaines. Puis je fais les mêmes erreurs que je faisais au début. Puis c'est important de le ramener. Je vais peut-être te décevoir un peu. Je te sortirai pas mes 3 recommandations à moi. Je vais te sortir ce qu'on sait qui est dans la littérature scientifique par rapport à j'aime ça. J'aime mieux ça.
Ça sera pas personnel, parce que j'aurais peut-être des spins un peu différents, mais ça a définitivement plus de valeur pour l'auditoire que moi qui passe sur des parenthèses émotionnelles, ce que je vais très certainement faire anyway. Fait que, tu sais, la première affaire, c'est une augmentation trop rapide du stress mécanique. À savoir, c'est ça qui cause les blessures, que tu sois débutant ou avancé. C'est principalement vrai chez les débutants, mais c'est vrai aussi chez les marathoniens. Essentiellement, c'est en fait trop, trop tôt, trop vite. Fait que soit tu augmentes ta distance trop vite, soit tu augmentes ton temps trop vite, soit tu cours trop souvent, soit tu quantifies mal ton impact ou ton stress que tu vas mettre, de manière à si tu commences à aller un petit peu plus vite en course à pied, mettons, puis tu commences à faire des sprints ou des affaires de même, ben même si tu montes pas ta distance totale ou ton millage hebdomadaire, tu pourrais augmenter ton risque de blessure. Puis c'est souvent ça qui devient quand même difficile à gager, même dans une prep de marathon, parce que c'est vrai dans une prep de marathon, puis c'est vrai dans une prep d'ultra, je te dirais, c'est surtout genre plus que tu montes la distance, c'est pas si ça va mal aller, c'est sûr qu'il y a quelque chose quelque part qui va mal aller. Fait que là, tu te ramasses à faire des décisions des fois qui sont OK, on va faire un petit stretch là parce qu'on veut arriver à notre. Souvent, on va faire un 30-33 en préparation de marathon qui va être notre dernière sortie, habituellement 2 semaines avant. Et tu sais, tu as quand même des deadlines à aller chercher, puis tu as quand même des quotas, tu as une vie réelle à faire, ce qui fait que des fois, tu fais des gaps un petit peu trop gros par rapport à ce que tu devrais faire. Puis c'est encore pire parce que tu dis, ah, c'est correct, je l'ai déjà fait ou je suis rendu là. Fait que, tu sais, ton expérience vient comme consolider tes erreurs, tu sais. Mais c'est vraiment ça, l'erreur des débutants, c'est d'en faire trop, trop vite, je te dirais. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. La première affaire, c'est de prendre son gaz égal. Il n'y a rien qui presse. Puis souvent, quand le monde commence la course à pied, c'était définitivement vrai dans mon cas, c'est qu'il y a une espèce d'émotion qui est liée à ça. C'est genre, OK, là, faut que je me défoule, je sors d'une rupture amoureuse, j'ai du poids à perdre. Dans mon cas, une quantité impressionnante de poids à perdre. Fait que, tu sais, tu t'embarques avec une charge émotionnelle, puis là, c'est dur, justement, d'être raisonnable, puis de pas en faire un peu trop, parce que tu canalises une certaine émotion via ça, t'sais. Fait que c'est quand même important de vraiment, vraiment le chiller. La meilleure recommandation que je peux faire pour ça, puis c'est pas une plug pour eux autres, même si j'ai parlé de Blaise tantôt, la Clinique du coureur, ils ont un programme fractionné sur leur site web qui est 100% gratuit, qui est un programme avec lequel je travaille encore à chaque jour, pour vrai. Faut faire attention où est-ce que toutes les progressions sont écrites pour le monde qui veulent commencer avec des intervalles, des affaires, des warm-up, et une couple de petits conseils de base qu'on peut passer ensemble si tu veux tantôt aussi. Mais c'est probablement la meilleure manière de faire. Juste starter avec ça. Puis c'est vraiment important de ne pas le voir comme étant linéaire, ce programme-là. Fait que, si tu fais, mettons, ça commence avec un 3 fois 1 minute, 5 fois 1 minute, 7 fois 1 minute de course, mettons, les 3 premières sorties, avec 1 minute de marche entre tes intervalles. Si tu as des symptômes ou quoi que ce soit, puis ça passe pas sur ton corps, tu te sens pas obligé de progresser, là. Tu restes, si c'est, mettons, ton 5 minutes qui t'a fait mal aux pieds, ben, tu restes à ton 5 minutes. Fait que de ne pas avoir peur d'ajuster puis de jouer avec la structure. Mais c'est probablement la meilleure manière de commencer la course à pied, sincèrement, que moi je travaille avec. C'est une ressource qui est 100% gratuite et qui est vraiment, vraiment très bien faite, sincèrement. Ensuite, lorsque tu parles de comment bien commencer, on est très, très tombé dans la technique. Dans le temps que moi j'étais en recherche, c'était particulièrement vrai. Le monde, puis on entend beaucoup de choses sur la technique, là, à savoir, ah, faut pas que tu cours du talon, faut que tu fasses attention de courir tel de même, tu devrais. Puis là, particulièrement en ce moment, avec tout ce qui est plaque de carbone aussi, ça change quand même la game un petit peu sur comment le pied attaque le sol. Les recommandations de course. Excuse Alex, je te coupe, mais c'est quoi tu dis les trucs de carbone? Essentiellement, on a la nouvelle technologie qui fait beaucoup jaser dans course à pied en ce moment, c'est des semelles en plaques de carbone essentiellement qui vont augmenter l'espèce de réflexe au sol. Fait que c'est comme une semelle qui est plus rigide que quand tu cours, elle va te faire comme une espèce d'effet d'élastique parce que ta semelle est là. Il y a une plaque littéralement de carbone, c'est un métal. En tout cas, il y a une plaque en matériel dans le chaussure qui te donne une espèce d'effet rebond qui est plus grand, mettons. OK. Fait que ça existe, puis c'est en train d'être très en mode. Fun fact là-dessus, on n'est pas sûr de son impact encore sur la performance. On sait qu'il y a une très, très grosse variabilité, dans le sens que tu as du monde que ça impacte positivement leur performance, mais tu as aussi du monde que ça ne l'impacte pas et que ça peut nuire même. Fait. C'est très populaire à l'élite, mettons, mais pour la population générale, on n'est comme pas trop sûr de l'impact. OK. Mais le point, c'est plus genre un bon programme, commencez ça bien relax, puis faites attention de ne pas sacrer vos émotions dans la course, comme je l'ai fait. Tu peux être problème de périostite. N'est pas si pire, moi, des problèmes de périostite. Fait que ça, c'est quand même important aussi via ça. C'est d'avoir un cadre, tu sais, et de savoir l'ajuster. Puis le cadre, il est quand même très. Au début, c'est d'en faire pas beaucoup. Là. C'est pas beaucoup la première sortie de ce programme-là. Mettons, tu pars à 5 minutes. Là. 5 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, 5 minutes de marche avant, 5 minutes de marche après, ta salle, tu rentres chez vous, c'est 20 minutes. Là. C'est pas ça que le monde veut l'entendre. Là. Le monde, c'est 1 heure où ça compte pas. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais aussi là, des différentes techniques au niveau du patron moteur, au niveau des foulées et tout ça. Ouais. Où ce que je t'ai coupé avec les plaques de carbone, c'est que des fois, c'est pas trop rentré là-dedans au début.
Non. Ben, dans le fond, toutes les techniques qu'on a essentiellement au début, on a plusieurs choses qu'on a checkées dans la littérature scientifique qui avaient un impact. Essentiellement, les choses qui reviennent, c'est de pas trop le complexe, c'est pas trop de rendre complexe, c'est pas de baser sa biomécanique là-dedans. Les recommandations qui sont très validées dans la littérature scientifique pour des coureurs, c'est de viser activement à pas faire trop de bruit quand tu cours. À savoir que si tu tombes au sol puis ça fait vraiment des gros bruits quand tu cours, ben là, c'est qu'il y a beaucoup d'impact. Et ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de force qui est à ce niveau-là. Fait que vraiment de pas faire trop de bruit. D'avoir une cadence qui est 180 plus ou moins 15. Fait que n'importe quoi entre 165 et 195 en moyenne pendant ta course, ça semble être là que le risque de blessure est plus bas. C'est Là, aussi tu parles de pas par minute. de pas par minute, exactement, ouais. Okay. L'enjeu, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste que si je fais, souvent le monde va faire moins de pas. Souvent le monde moins que 180, plus ou moins 15. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que si je fais moins de pas, mes pas sont plus grands à chaque fois pour couvrir la même distance. Fait que là, ça fait que j'ai tendance à attaquer un peu plus du talon, par exemple. Fait que ça, c'est quand même un bon truc. Puis l'autre affaire, que là, je sais même pas à quel point je le conseillerais, mais ça serait de déplacer. La plupart de tes sorties devraient être faites dans ce qu'on appelle la zone 1 ou de la zone 2, à savoir que tu es capable de parler tout le long, ce qui est normalement pas le cas. Ça peut être très touché, parce qu'il y a bien du monde qui se met à course à pied qui n'ont pas un très bon VO2 max ou une très bonne condition aérobique, je te dirais. Fait que là, ça devient vraiment, vraiment difficile d'aller pas taper une fréquence cardiaque maximale quand tu recommences, mais d'avoir des sorties qui sont relativement relaxes aussi, ça peut vraiment, vraiment aider. Puis le troisième point, le quatrième point, ce serait de limiter les déplacements horizontaux, parce que fondamentalement, c'est un sport vers l'avant, tu sais, pas vers le haut. Mais là, on est rendu qu'on bosse un petit peu trop dans les détails, je pense. OK. Fait que là, c'est quoi, je suis en train de checker mes statistiques de ma dernière course. Parce que les pas par minute, moi, je le sais que je fais vraiment pas... Je respecte pas ça, là. Quand je cours. Quand je fais un 5 sprint ou un 10 rapide. Ouais. Puis là, je suis pas capable de le trouver, là... La plupart du monde ne le respecte pas, même. C'est comme assez... Ben, en fait, c'est pas vrai. Si tu t'en vas à un niveau intermédiaire avancé, pas mal tout le monde fait ça, ouais. Mais quand t'es des coureurs plus récréatifs ou débutants, ça arrive vraiment souvent que c'est pas respecté. C'est vraiment la chose qui est moins respectée. Ouais. Tu vois, comme mon dernier 10 kilos, c'était 159 pas par minute, mais je l'ai quand même torché, là. Je courais vite. Ouais, c'est pas si pire, somme toute, parce que comme je suis pas 180-0-0, là, c'est 180 plus ou moins 15, fait que le target serait 165. Mais moi, je vise. Faudrait qu'on check sur une longue relax, mettons. Ce serait plus ça qui serait important qui nous donnerait notre chiffre. Mais j'aurais quand même tendance à te monter un peu, je te dirais. Ça, c'est vraiment pas compliqué, man. C'est juste, il y a plein de playlists sur t'entends-tu les tempos dans la musique? Ouais, man, je me mets du gros électro, puis je pars à courir, man. Puis... Tu sais, l'aspect thérapeutique, puis... Ouais. C'était très hot, ça, c'est ça. Fun fact, man, j'ai découvert comme j'ai une cliente qui est à stream, elle est DJ sur Twitch. Puis j'aurais jamais conceptualisé que ça pouvait être une carrière, sincèrement, mais à l'heure qu'on est en ce moment, c'est une carrière. Puis elle est vraiment dans l'électro en ce moment, puis dans le techno, dans toutes ces affaires-là. Puis j'ai jamais aimé ça, le techno, jusqu'à temps que cette fille-là m'en fasse écouter. Fait que là, je suis comme tombé là-dedans un peu, je te dirais, ce qui est quand même intéressant. Mais c'est pas compliqué, man. Tu t'en vas te chercher, tu t'en vas sur Spotify, t'écris 180 BPM musique, puis t'essaies de suivre les tempos, t'essaies de t'asseoir. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Mais l'enjeu, c'est qu'il faut que tu entendes les tempos, mettons. Comme moi, je les entends pas. Moi, j'entends pas les temps dans une musique. Fouille-moi pourquoi ma blonde a déjà trouvé que c'était une excellente idée qu'on allait faire des cours de swing ensemble en sachant que j'entends pas dans. Ouais. J'entends pas les tempos dans une musique, amenons mon chum faire des cours de danse. Qu'est-ce qui pourrait mal aller, man? Hein? Fait que bref, pour dire, si t'entends les tempos, pas comme moi, ça peut être vraiment une bonne suggestion pour toi. Fais attention de pas le corriger trop vite, par exemple. Non, c'est ça. Quand même tranquillement, puis je bosserai pas trop là-dessus. J'essaierai de le faire un peu au début, puis après ça, je vais me montrer. Mais la plupart du monde voit une amélioration assez significative. OK. Fait que mettons 180 moins 15, qu'on dit. Plus ou moins 15. Plus ou moins 15, OK, parfait. Puis évidemment que le poids, tu sais, comme, mettons, moi, en faisant des 10 kilos à 195 livres, mais c'est sûr que c'est 195? Mais c'est un gros monsieur, man. T'es massif. C'est hot, ça. Ouais, mais j'ai perdu du poids en plus, mais je me mets ça en 190, 195. 195? Mais t'es donc ben bif, man. C'est hot. C'est fucking cool. Mais là, fait qu'évidemment, quand je cours, tu sais, j'ai des chums qui courent, mettons, qui sont à 160, 150 à la limite. Fait que c'est sûr que quand t'as 40 livres de plus sur le corps, c'est pas la même ballgame. Tu sais, quand on disait de courir pesant, ben, qu'on entend le bruit, c'est sûr que moi, on va l'entendre plus qu'une personne de 150 livres. Non. T'as plus de force à distribuer, mais tes structures sont plus capables de l'absorber aussi, tu sais.
Ouais, c'est sûr. T'as la masse qui vient, t'as les structures qui viennent avec ton poids. Fait que Ouais. ton argument, de ce que je comprends, c'est j'ai plus de poids à courir que quelqu'un d'autre qui court. Fait que ça m'impacte. C'est ça le point, mettons? Ben ouais, ben c'est ça le point. Oui, parce qu'il y a bien du monde probablement que ils vont dire, ben c'est un argument qu'on entend souvent aussi que ben là, c'est sûr, toi, t'es à 155 livres, puis moi, j'étais à 195. Mettons, on prend l'exemple de moi, ben évidemment qu'il va y avoir des différences dans la façon de courir, puis l'impact que ça peut avoir. Ben, c'est sûr, comme tu dis, là on enlève cet argument-là parce que... Ouais. Comment? Faut que ça soit fait progressif, c'est ça l'affaire, je te dirais. Ouais. Moi, j'argumenterais, parce que moi, c'est ça mon nouveau truc en ce moment, je te dirais. J'ai beaucoup de clients qui visent. J'ai du monde qui ont un certain calibre aussi, hein, dans le sens que j'ai des ultramarathoniens live. J'ai littéralement été physiquement à toutes les grosses courses en trail au Québec, que c'était le QMT, que c'était l'UPHC cette année, j'étais là. Fait que j'ai quand même du monde sur des grosses distances, mais j'ai beaucoup des deux en ce moment. J'ai beaucoup de monde qui veulent avoir une certaine shape, qui courent un peu pour mixer, comme justement. Mais l'objectif, c'est d'être en shape, puis de courir aussi. Fait que il y a l'aspect plus concret que tu as avec la course à pied, qui est de jouer dehors, plus sport. Tandis que l'aspect gym, souvent, t'as moins de concrétisation, mais c'est quand même le fun d'être en shape et être fort aussi. Là. Fait que le monde veut souvent mixer les deux, tu sais, c'est très compréhensible. C'est pas mal là que je suis dans ma vie en ce moment, je te dirais aussi. Fait que tu sais, il y a des enjeux différents qui embarquent. Ça, c'est clair. Par contre, ton poids n'est pas une excuse pour une mauvaise technique. Je te dirais ça, c'est quand même important. Exact. Réalistiquement, si tu fais des gros pas quand tu cours, tu fais beaucoup de bruit quand tu cours, ta cadence a un impact parce que dans le fond, c'est encore la même affaire. C'est pas compliqué, c'est si tu fais moins de pas par minute, à chaque fois, ton pas, il atterrit plus loin, puis si ton pas il est plus loin, tu atterris plus de ton talon, fait qu'encore là, tu as une moins bonne absorption. Si on court 1 km, moi je le cours à 180, mais à 180 pas par minute, toi tu le cours à 150, pour la même distance, la même vitesse, mathématiquement parlant, tu fais tes plus petits pas que moi, là. Fait que ça fait que chaque pas est moins bien absorbé. Fait que là, tu me donnes plus d'arguments, pas moins d'arguments pour te faire monter ta cadence. Ouais. C'est ça, non? Ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. 100% d'accord. Mais vas-y, excuse, qu'est-ce que tu dis? Non, vas-y, continue. Mais j'ai adoré ce que tu as dit sur le poids aussi. Ça change fucking de quoi. Puis t'as plein de gars, man, de 140, 150 livres qui sont comme, je suis plus en shape que toi. Puis comme, come on, bro. Mets-toi une veste de 40 livres, va courir, que ça soit du gros, du muscle. Là. Pas mal sûr que tu vas le sentir. Là. Pas mal sûr que tu vas le sentir. Moi, dans le temps que je faisais des ultras, man, j'étais descendu en bas du 170. Il me semble que c'était 165, le plus bas que j'avais vu. Puis je suis jamais retourné à ce point-là, à ce poids-là. Là. J'avais des beaux petits abs, man. J'étais super lean pis tout, là. Mais j'étais skinny, là. J'étais petit, là. Épouvantable, là. Fait que, tu sais, ça change vraiment de quoi, je pense, là-dessus. Puis il y a bien du monde qui aimerait ça dire que ça change de rien, mais c'est pas vrai. Ça change vraiment, vraiment de quoi. Mais... Puis, tu sais, il y a toute la... Bon, écoute, ça a peut-être toujours été, mais tout ce qui est d'athlètes hybrides, là, comme les... C'est-tu Nick Bear? Nick Bear, ouais. Tu sais, ces gars-là qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, puis les athlètes hybrides, c'est comme autant que tu vas être capable de squatter 3,50 puis de courir un 15 kilos en bas de 4,30, je sais pas quoi, mais il y a beaucoup ça, puis avec les high rocks, toutes ces affaires-là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont c'est un autre, pas, sans dire un trend, ben moi je trouve que c'est un trend. Je pense que c'est un trend, puis je trouve ça quand même... C'est un beau trend. Je trouve ça vraiment cool, le concept d'athlète hybride, que ça a toujours été là pareil. Là. C'est pas la première fois que s'il y a des athlètes qui courent et qui font du weightlifting, là, on s'entend, ça fait des... Moi, Maxime, il m'a sorti un call Maxime Saint-Onge, Dr. Kid, il m'a sorti un call parfait de vieux monsieur là-dessus. C'est très vieux monsieur ce qu'il a dit, mais ça m'a fait rire. Maxime, il a dit « dans mon temps ». Puis si je me trompe pas, il a vraiment utilisé les mots « dans mon temps ». Il a dit genre « dans mon temps, on appelait ça s'entraîner ». Faire son cardio à part, puis après ça, aller au gym. Puis j'étais comme, là, même, t'as l'air d'avoir 70 ans. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Vrai, tu sais. Mais ça a été popularisé différemment, puis t'as des salles bêtes. Tu sais, tu parles de Nick Bear, là. Nick Bear, il a compétitionné en bodybuilding. Il a fait je pense pas qu'il était très compétitif. Je pense pas qu'il a fait des salles temps sur le stage ou des salles performances sur le stage. Mais il fait des grosses charges. Il a fait un ultra cette année. Ouais. Tu le vois, man, il court à côté des ultras. Des autres gars qui font des ultras. Ça clash. Il est massif. Là. C'est hot, là. Puis, c'est un peu ce contraste-là qu'on a vu, je pense, avec les premières CrossFit Games, ces affaires-là, où est-ce que tu avais des gars qui faisaient des triathlons, mais qui étaient relativement en shape, tu sais. Fait qu'on vit un peu cette espèce de clash-là, mais je pense que c'est super positif, sincèrement. Ouais, puis tu sais, moi, c'est un peu ça que...
que j'aime avec la course, puis avec le poids aussi, c'est que je suis pas prêt à comme arrêter, parce que j'aime encore ça faire du deadlift, j'aime encore ça faire de l'hypertrophie, faire du weightlifting, j'aime encore ça courir, mais tu sais, c'est ce que j'aime, puis il y a beaucoup de monde qui a un intérêt vers ça, c'est de garder les deux dans une espèce d'homéostasie puis d'équilibre pour être... Parce que l'affaire, c'est que ta masse musculaire aide quand même côté longévité, right? Fait que, tu sais, dans un point de vue longévité puis bien-être général puis d'être capable de faire d'être fonctionnel, évidemment que le VO2 max, que ta capacité cardio-respiratoire, puis je pense que ça, tu es encore mieux qualifié que moi pour me le dire, mais c'est des indicateurs de bonne santé puis de longévité aussi très, très forts, mais la masse musculaire aussi est quand même là dans cette équation-là. Du moins avoir beaucoup de masse musculaire par rapport à ton poids corporel. Jusqu'à un certain point. Là, jusqu'à un certain point. On s'entend. Je parle pas d'un bodybuilder de 270 livres. Là. Exact. Ouais, non. Ton point est très valide. Dans certaines études, tu as littéralement, fun fact, mesuré la masse musculaire dans des études relativement... Des études qui mesurent souvent la mortalité, c'est rare de faire des trucs plus de laboratoire. Là. Souvent, on va faire plus des sondages, puis on va suivre des cohortes dans le temps, parce que c'est comme ça que tu mesures la mortalité. C'est genre, es-tu mort? Oui, non. On a comme pas besoin de te faire rentrer au labo, tu sais. Fait que mesurer, genre, la masse musculaire des études, des sondages, c'est quand même touché. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites cohortes de ce monde-là, où est-ce qu'on va leur faire mesurer, mettons, la force de préhension, qui est un indicateur, en général, là, plus que tu as de muscles, tu as une meilleure force de préhension, normalement, tu sais. Puis tu as certaines études qui montrent que la force de préhension est un facteur aussi fort que le VO2 max, que l'hypertension artérielle. Puis ça varie. T'sais, fait que là, essayez pas de faire une hiérarchie avec ça, puis faites pas ça me prend absolument un VO2 max, ça me prend absolument... ça prend tout, dans le fond, si tu veux optimiser tes affaires-là. Ouais. Puis oui, c'est quelque chose qui a un impact sur la santé, mais encore là, man, au-delà de ça, c'est quelque chose qui a un impact, c'est le désir du monde. Puis c'est là que la plupart des coureurs ont de la misère à se l'avouer. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des marathons, qui vont faire des courses avec un objectif de perte de gras ou d'améliorer leur shape, puis qui sont pas capables de, dans leur tête, conscientiser clairement ce qu'ils veulent. T'sais. Puis moi, c'est un de mes regrets en tant qu'athlète. Moi, ça a été vraiment long avant que je me fasse coacher. Pour vrai, parce que moi, j'étais hot, puis moi, je savais comment ça marchait. Puis là, man, j'étudiais en kin, je faisais une maîtrise, puis je faisais des études doctorales. Fait que moi, j'étais de shit, j'avais pas besoin. J'étais vraiment pas si en shape que ça. Mais hey, moi, je savais comment faire. T'sais. Puis ça a été vraiment, vraiment long avant que je me fasse coacher. Puis j'ai fait tellement un long processus avant de me dire, puis d'arriver à la conclusion que, dans le fond, je m'en sacrais de mon haltérophilie puis de mon snatch. Puis je m'en sacrais de faire des ultramarathons puis tout. Puis que je voulais juste améliorer ma shape un peu. Puis ça a été quand même long avant que je rencontre littéralement Jake, Jacob Hamel, qui lui, ça a été une immersion un peu au monde du bodybuilding. Mais moi, j'étais dans le crossfit, j'étais dans tout. Puis à cause que je me suis jamais vraiment fait challenger précisément là-dessus, qui est comme, OK, laisse faire la bullshit, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Alors, je veux faire un Spartan Race. Pourquoi? Puis là, il y a beaucoup de monde qui font des associations que lorsque je vais faire ma Spartan Race, je vais être plus en shape. Mais ça vient pas avec la course, mon homme. Si t'as pas de chest avant, t'en auras pas après. T'en auras pas après ta Spartan Race, tu sais. Non. Puis on le voit vraiment souvent, puis c'est ça. Puis l'endurance, c'est probablement une des affaires qui a le plus changé ma vie de manière positive. Puis c'est encore quelque chose que je transmets au monde. Tu sais, je pense que c'est il se passe pas une fucking journée, man, sans que je parle de course d'une quelconque manière, tu sais. Puis c'était, puis c'est encore une grosse partie de ma vie. Puis ça a des côtés positifs incroyables. C'est pas l'endurance qui te donne des gros biceps, man. Puis c'est pas l'endurance qui te donne des gros fessiers. Puis t'as tout le temps un athlète de haut niveau, quelque part, pour être le contre-exemple de ça. T'as tout le temps quelqu'un qui est en sale shape pour un athlète d'endurance, sur l'entrée sur un stage de bodybuilding, ça serait gênant. Et pour un athlète d'endurance qui a une sale shape, fait que le monde fait ouais, mais lui, tu sais. Puis t'as tout le temps, puis t'en as plein des exemples dans le monde du fitness, de même, des affaires de même. T'as des gars qui ont fait des protocoles que tu conseillerais pas à grand monde. Tu sais, Dorian Yates, là, comme 45 minutes, on s'éclate au gym, puis on y va. Hey man, j'aimerais ça voir Martine, 43 ans là-dessus. Oui, c'est ça. J'aimerais ça voir ça, là. Ça serait très divertissant. Là. 100% d'accord. Comme mon oncle Gilles qui a fumé toute sa vie, puis qui buvait tous les jours, puis qui est mort à 100 ans. Ben ouais, c'est ça. C'est un peu ça que besoin de prendre l'exemple populaire dans les journaux, dans Instagram. Mais oui, mais lui fait ça. Ouais, mais t'es pas Dorian Yates ou t'es pas Ronnie Coleman ou t'es pas Nick Bare comme on parlait non plus. Tu sais. Puis Nick Bare, c'est ça, man. C'est un gars. Puis une affaire qui me gosse, moi, avec Nick Bare, c'est justement là, le monde commence à vendre le training hybride comme étant la fucking pierre philosophale, man. Puis c'est ça qui va te donner tout ce que t'as. Puis là, il faut que tu cours, puis que tu t'entraînes de telle manière, puis c'est ça qui va te donner des résultats. Puis tu fais les deux en même temps, tu fais ta course, tu fais ta muscu. C'est exactement pas ça qu'il a fait.
Genre, si tu regardes son historique à ce gars-là, il était dans l'armée avant, fait qu'il s'entraînait, puis il a fait un peu de cardio, fait qu'il avait quand même un fond de cardio. En quittant l'armée, il a fait, si je me trompe pas, c'est du powerlift en premier. Il s'est dédié au powerlift, il a bâti un gros niveau de force. Après ça, il a fait un show de bodybuilding, puis après ça, il a commencé la course. Il a fait l'inverse de tout faire en même temps. Il a fait tout par séquence puis par saison. Ouais, puis il y a une solide masse musculaire de créer qui est là, tu sais. Ben, il n'a pas créé ça pendant qu'il faisait ses ultramarathons. Mais non. Il la maintient. Puis maintenir des acquis, c'est tellement facile. Mm-hmm. C'est tellement facile. Développer, c'est un Cambodge, man. Développer des affaires, c'est fucking tough. Mais genre, une fois que tu l'as, le maintenir, c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais bon. Oui, 100%. Surtout la masse musculaire, on s'entend, c'est un travail de longue haleine, c'est long, là, comme aller chercher une bonne masse musculaire, fait que... Puis, parlant de muscu, le rôle de la musculation en lien avec la course à pied, parce que c'est un argument qu'on entend souvent que fais de la muscu pour la prévention de blessures, pour ne pas avoir de blessures au niveau des genoux, pour améliorer ton économie de mouvement, si on l'entend souvent. Mettons qu'on regarde d'un point de vue améliorer la course à pied, OK? Ouais. Moi, pour le tester, c'est sûr que ça fait pas 3 ans que je cours non plus, là. Pour l'avoir testé, puis avec l'expérience personnelle que j'ai, puis à coacher certains clients, si tu veux améliorer ta course à pied, d'un, tu appliques les stratégies que tu as faites, que tu as mentionnées plus tôt, mais cours. Plus souvent, plus intelligemment, il faut que tu cours. C'est comme un joueur de hockey qui veut être meilleur à jouer au hockey, il joue au hockey. L'entraînement va t'aider hors saison, hors glace, mais tu as besoin de pratiquer selon ta mécanique de mouvement, selon ton patron moteur à toi, tout ça, de courir plus. Fait qu'évidemment, quelqu'un qui veut améliorer sa course, il faut que tu cours. Mais à un certain point, la muscu va aider. Ouais. On a juste à penser à travailler, la cheville pour avoir moins de fuite de force à gauche, à droite avec la cheville, des trucs comme ça, stabilité du genou, entraîner les lombaires. Mais à quel point ça va aider à performer mieux à la course? C'est une conversation vraiment intéressante là-dessus. Puis j'étais allé en formation récemment, puis le gars, il a ouvert la formation en disant quelque chose de vraiment nice que je me sens obligé de dire parce que mon discours a changé dans le temps. S'il y en a qui écoutent des vieux podcasts, des affaires de même. Je suis pas responsable de ce que j'ai dit il y a plus que... Je pense que lui, il a dit genre 4 ans ou une affaire de même, mais moi, étant donné que j'étais un peu intense, je vais dire 2 mois. Okay. Je suis pas responsable de plus que ce que j'ai dit. Là, c'est... Non, pas 2 mois, là, mais plus que ça. C'est un discours qui a changé beaucoup dans les dernières années parce que deep inside. Puis c'est là que ça ramène un peu genre au processus émotionnel par rapport à Transfo qui n'était pas avoué. Moi, je faisais de la muscu pour améliorer ma course à pied parce que dans ma tête, je voulais être shape, mais je voulais pas me l'avouer encore, tu sais. Puis c'est un discours que j'ai tenu longtemps après où est-ce que j'étais comme... Puis c'est mon background de coach, tu sais. C'est comme, moi, j'aime ça la muscu, j'en fais, puis là, je projetais ça beaucoup sur les athlètes que j'avais. Oui, la course aide. Ça peut vraiment, vraiment aider. La muscu aide pour la course, ça peut vraiment, vraiment aider, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si tu veux devenir un meilleur coureur, il faut que tu cours plus. C'est généralement ça. Jusqu'à un certain point. C'est vraiment, vraiment ça. Puis le monde ne réalise pas l'écart qu'il y a entre du haut niveau puis le récréatif là-dessus. Tu sais, mettons, des 100 bornes ou des semaines de 100 bornes, quand tu as des hauts des 200 km par semaine, chez des marathoniens ou des affaires. Tu vois ça comme tu veux, 200 km, ça commence à être pas pire de temps sur tes dents, pas pire de temps sur des pattes. Là. Ça arrive excessivement souvent. Le monde qui sont avancés, normalement, en course sur route, particulièrement en trail, c'est plus bordélique à quantifier un peu. Mais sur route, le monde monte très souvent dans du 80-100 km par semaine, les gens qui sont spécialisés là-dedans, tu sais. Fait que, c'est énorme. Ouais, il y a un gros gap entre le récréatif. Puis il y a un gap dans tout, tu sais. Il y a un gap dans tout. Puis ça, c'est incroyable comment le monde réalise pas ça. Puis on le voit surtout avec le fitness aussi, où est-ce que le monde font ah, ben là, Nick Bare, il fait ça. Nick Bare, c'est le 1% du 1%, man. C'est la même métaphore que si toi, tu te mets à jouer au basketball puis tu me dis, ça me semble un bon moment pour aller jouer contre LeBron James. C'est la même affaire. C'est la même affaire quand tu compares un gars comme ça. Mais comme il y a ses médias sociaux, comme il s'entraîne, comme on peut courir, ça nous paraît plus accessible, tu sais. Mais juste pour revenir là-dessus, oui, la course peut aider, la musculation peut aider la course, il y a pas de problème. C'est clairement quelque chose qui est identifié dans la littérature scientifique sur l'économie de course, principalement. On le voit vraiment où est-ce que, essentiellement, l'économie de course, c'est la capacité élastique de chaque pas. À savoir que quand tu fais un pas, tu as tout le temps une redistribution de l'énergie qui est faite. Le monde qui s'entraîne, en général, vont avoir tendance à être plus efficaces par pas. Donc, ils vont avoir plus d'énergie disponible pour leur axe sportif direct. Donc, chaque fois est plus efficace, il y a une meilleure utilisation d'énergie sur des plus longues distances et des courtes distances, même si c'est validé sur des 5 kg, ça pas de même. Mais sur particulièrement des longues distances, l'impact est très significatif. Fait que oui, il y en a un.
Puis ça, c'est magique, man. Parce que dans la littérature scientifique, puis ça, c'est un problème avec les coureurs, man. L'enjeu principal que les coureurs ont en musculation, c'est qu'ils essaient de réinventer l'eau chaude. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu vois du monde, mettons, qui font des exercices. Moi, je suis un coureur, faut que je fasse telle fucking variante de step-up, man, puis des choses comme ça, des exercices vraiment funky, avec des bossus, puis des élastiques, des affaires comme ça. Dans la littérature scientifique, les exercices qui sont validés sont deadlift, deadlift, back squat, RDL. That's it, man. Puis non, il y a des variantes de lunge aussi, pardon, qui sont très validées. Certaines études utilisent le step-up. J'aimerais ça voir comment ils le font, je te dirais. Fait que moi, je ne l'inclus pas dans mes exercices, le barbell. Calf raise aussi, les exercices de calf raise sont validés. Fait que tu sais, c'est tous des trucs qui sont très validés. C'est vraiment le bread and butter du training. Là, mais en tout cas, ça, c'est une autre conversation. Il y a vraiment un impact. Sur le risque de blessure, c'est quelque chose que moi, j'ai un problème avec, je te dirais. Si je vais chercher la littérature scientifique, la réponse est on n'est pas capable de dire clairement que ça a une incidence sur la diminution des blessures. Ce n'est pas quelque chose... Fait que ça, c'est la réponse scientifique. Ça, c'est la réponse officielle dans la littérature scientifique. C'est pas quelque chose avec lequel moi, je suis en accord personnellement. Moi, je pense qu'on a ce qui s'appelle une erreur de type 2 en recherche, où est-ce que l'effet existe, on n'est juste pas capable de le mesurer concrètement dans le temps avec les populations qu'on a. Moi, je pense que c'est ça. Mais là, je suis un peu déchiré entre mon background de chercheur, entre mon background de professionnel de la santé, puis ce que je vois sur le terrain en tant qu'entraîneur, je te dirais. Moi, j'argumenterais que c'est la même métaphore que pour à peu près tous les sports. À savoir que, tu sais, oui, il n'y a peut-être pas d'impact dans la littérature scientifique, mais qu'il y a une raison pour laquelle la plupart des sports ont des backgrounds de préparation physique. On en fait de la muscu en off-season. Positionnement, l'impact de la course, l'impact de la musculation pour la course n'est pas aussi grand que je l'aurais espéré. Quand j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune. T'es encore jeune, merde. On n'est pas si vieux que ça. Là, pas 50 ans. 50 ans, c'est encore jeune. On commence. Tous les âges. Il y en a qui sont jeunes de cœur à 80. C'est bon, man. C'est excellent. Mais l'impact n'est pas aussi grand qu'on l'entend souvent dire par de nombreux préparateurs physiques. À savoir que, non, man. Si tu veux devenir un meilleur coureur, il faut que tu cours. Si tu veux devenir un meilleur coureur, c'est un sport de poids. Fait que ça dépend du niveau, tu sais, ça dépend vraiment du niveau, mais il y a une raison pour laquelle à haut niveau, les gars pèsent 150 livres. Il y a une raison, tu sais, de ça. Puis même si être grand, ça l'aide considérablement, mais ça dépend des distances, tu sais. Ça dépend des distances. On a Marc-Antoine Sénéville à Trois-Rivières qui est tout petit puis qui pète des gars de 6 pieds, puis c'est lui qui a le record sur le demi-marathon de Lévis en ce moment, qui a été mon coach pendant un bon bout. Fait que, tu sais, généralement, tous les sports ont des physiques particuliers, tu sais. Puis, mais oui, la musculation a un impact positif sur la performance de course. Ça, c'est quelque chose qui est très validé. C'est quelque chose que le podcast, si je ne me trompe pas, la joke de vieux monsieur de Maxime, si je ne me trompe pas, il l'a dit dans ce podcast-là d'ailleurs. C'est un podcast que moi et Maxime, on a fait complet là, sur l'économie. OK. Les gens pourront aller écouter ça, la confrérie de métal sur podcast. On est très pro-capitalisme ici, nous autres, c'est ça. C'est pas un podcast, il n'y a pas une plug insidieuse de quelque chose. C'est ça. J'ai hâte de plugger mes suppléments sportifs. C'est ça. ça, on pourrait en parler longtemps aussi. Mais tu sais, c'est vrai que la muscu, c'est parce qu'il y a tellement d'autres facteurs impliqués dans ça, comme avec la prévention de blessures, tu sais. Ouais, il y en a. Puis tu sais, réfléchissons-là ensemble. Excuse, je t'ai coupé, je suis vraiment désolé. Ben vas-y. Moi, je voulais juste dire que l'absence de preuve, c'est pas nécessairement une preuve d'absence non plus. Puis ça, c'est une affaire qui me gosse, man, avec l'ancien Alex. Là. Si je pouvais juste retourner dans le temps, je le pitch très bien comme du monde. Là. C'est pas parce qu'on le voit pas dans une étude que ça existe pas. Ben oui, c'est ça. Les almighty fucking scientifiques que j'ai déjà été, là. J'ai déjà été cette plaie-là à savoir que c'est pas dans la littérature, c'est pas ça. T'es comme, descends de ta montagne. Là. Tout le monde s'en crisse. Il y a bien des affaires que le monde font, genre dans des gyms depuis des années, qu'on sera probablement jamais capable de quantifier, puis ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur. T'sais. Puis encore là, t'es comme, ça n'a pas besoin, le design même scientifique est faussé, parce que quand on fait une étude, on veut que ça soit vrai pour une population. On veut que ça soit vrai pour un ensemble de monde. On veut un phénomène qui est répétable, mesurable, quantifiable. Mais si ça marche pour Mario au gym, 49 ans, qui lui fait son bench de telle manière, qui n'a jamais eu de problème, puis qui bench des quantités déraisonnables de poids, on s'en sac-tu que ça marche pas pour tout le monde? Ah oui. Fait qu'il y a définitivement ça là-dessus, je pense qu'il embarque. Là. Ouais, puis ça, c'est la sagesse de coach, hein, parce que, tu sais, moi, là, dans ma trentaine, en tout cas, c'est un gros switch de mindset par rapport à ça. Là, sur n'importe quoi, mais autant l'alimentation, la routine de sommeil, que j'ai des exemples, comme,
sais, exemple, ben, la routine de sommeil, mettons. Hey, faut pas que t'écoutes des écrans avant de te coucher. Faut pas que t'aies de TV dans ta chambre parce que Charles Poliquin, en 90, il a dit que ta chambre devrait ressembler d'une caverne. C'est exactement ça la raison. Fait que là, mais la personne, elle me dit, ben, moi puis mon chum, on écoute la télé le soir, on va se coucher, on s'endort facilement, j'ai pas de problème de sommeil. Écoute, je suis qui, moi, pour tout aller changer ça? Tu sais, oui, 100%. les écrans, de façon générale, les écrans avant de se coucher, on essaie de faire attention. Sauf que quand tu prends le contexte que c'est un couple, ils aiment ça, écouter telle série, puis ça met la tête à off après avoir eu une petite journée de merde avec la job, puis gérer la routine des kids. Fine, si ça peut juste te faire mieux dormir, puis t'es à l'aise là-dedans. Garde ça, là. Même affaire avec le squat, faut que tu squattes ass to grass ou... Écoute, garde. Squat comme tu le files. En autant que tu squattes, ça va bien, t'as pas mal nulle part, t'es content, t'augmentes tes charges, tu progresses. Garde ça de même. Ce qui est drôle, c'est que tu as pris 2 exemples que personnellement, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Sincèrement, le concept est vrai. D'ailleurs, j'aurai une petite histoire là-dessus, je pense. Mais moi, je squatte à cette grass. Puis moi, ça m'affecte vraiment beaucoup d'avoir un écran avant de me coucher. Ceci étant dit, moi ton aussi, point... je squatte, je squatte, puis j'écoute pas. Mais ton point est valide, ton point est incroyable. Fun fact, je me rappelle la première fois qu'on s'est entraîné ensemble, je capotais Stéphane. Man, on faisait des feet elevated lunge, puis t'allais popper le genou à terre à chaque fois. J'étais comme... Genre, c'est fucking mobile, là. Genre, je t'avais demandé comment c'était. Parce que moi, dans ce temps-là, je faisais de l'haltéro, puis j'avais de la misère avec mon squat. Puis je t'avais demandé comment tu faisais, puis t'étais comme... Je sais pas, man, je descends tout le temps en bas dans mes lifts, là. Genre, c'était juste ça ton argument, puis j'étais comme, ok, c'est peut-être pas si compliqué que ça. J'ai peut-être pas besoin de 45 minutes de drill de mobilité avant mon squat, man. Mais tu sais, ton point est malade de conceptualiser l'individu dans le contexte. Mon directeur de doctorat, dans le temps, m'avait dit quoi? Parce que moi, j'étais, pour ramener la course à pied, c'était dans ce temps-là que je faisais mes ultras. C'est là que j'étais à mon pic, entre guillemets, de coureur. Puis, c'était un gros débat minimaliste versus maximaliste dans ce temps-là, c'est la course à pied. Si vous pensez qu'il y avait un débat là-dessus, qu'il y a un débat là-dessus en ce moment, vous auriez dû voir il y a genre 7 ans, man, ça avait pas rapport. Puis genre, la clinique du coureur allait débattre du monde, genre en Europe. Ils faisaient des tables de discussion là-dessus, c'était vraiment hardcore. Puis moi, j'étais très minimaliste. Dans ce temps-là, j'étais encore assez minimaliste dans mes choix de souliers et tout. Puis moi, j'étais rentré avec mon directeur de doctorat qui gère le club des Patriotes, qui sont l'équipe qui gérait, je pense que c'est plus lui qui gérait le club des Patriotes dans ce temps-là à l'UQTR, qui est le plus gros club de course à Trois-Rivières, essentiellement. C'est comme le club universitaire. Puis j'étais comme, ouais, mais les souliers minimalistes, là, t'es comme, d'où ce gars-là, ça fait genre 40 ans qu'il court, puis genre des affaires, là, tu sais. T'es chanceux qu'il puisse parler. T'aurais dû juste fermer ta gueule, tu sais. Puis il m'avait dit de quoi, que moi j'avais bien aimé, qui m'avait dit, pour faire attention, pour changer une variable qui marche, par quelque chose qu'on n'est pas sûr qui va marcher. Puis c'est souvent ça, l'entraînement, tu sais. Le monde sont comme, ah ben là, telle affaire, c'est validé dans la littérature, ça peut marcher, mais t'es comme, live, ça marche. T'es juste en train de réparer quelque chose qui n'est pas brisé, tu sais. Puis peut-être que tu vas gagner 2%. Peut-être que tu vas perdre 5-6%. Comme, tu sais, là, t'amènes ton couple qui dort puis qui écoute sa série TV puis ses affaires, t'es comme, man, si le couple va mieux, s'ils ont un sujet de connexion ensemble, s'ils socialisent dans ces moments-là, s'ils sont engagés émotionnellement dans leur activité, ça, c'est tous des trucs qui vont, de manière séparée, avoir un impact positif sur le sommeil. Fait que là, si tu comptes que OK, l'écran a un impact négatif, mais t'as genre 12 affaires qui font que c'est positif. Fait que le truc, il se rebalance, tu sais. Mais ça, man, c'est comme tu dis, c'est la maturité, puis c'est ce qu'on a vu. C'est ça. Puis tu sais, le minimalisme puis maximaliste, il y a encore un débat, mais au final, I guess que ça va dépendre des individus, encore une fois. Ouais, c'est un peu, je veux dire la même affaire que je t'ai dit que François m'a dit. Moi, encore là, je suis pas responsable de ce que j'ai dit il y a plus que 5 ans ou 3-4 ans là-dessus. Là. Moi, j'ai déjà été très, très minimaliste. Là. Genre, je cours encore en minimaliste. J'ai les Saucony les plus minimalistes qui vendent. Je cours en X-Talon, des Novate qui sont assez minimalistes, mes choses, mettons. Genre, j'ai des souliers de trail avec des crampons, puis je sens les roches. OK. Fait que, j'ai pas une très grosse semelle, mettons, quand je cours. Puis, tant que ça marche, man, en général, cet argument-là vient beaucoup du marché de la chaussure, où est-ce que c'est business-wise beaucoup plus rentable de vendre des chaussures avec des technologies de correction ou avec des semelles anti-absorbantes, des affaires de même, parce que ça te donne une raison de monter ton prix de vente par rapport à une chaussure normale. Fait que les compagnies, dans ce temps-là, avaient beaucoup poussé le marché vers du maximalisme, probablement uniquement pour des questions de profit. Genre, fait qu'il y a eu un excès. Il y en a eu où est-ce qu'on était rendu que là, on évaluait les patrons de course, puis ça te prend absolument une anticipation, puis quelqu'un qui n'a jamais couru.
Puis la vérité, c'est que ça te prend un soulier à peu près neutre, à peu près chill pour commencer. Puis à peu près, tu vas te trouver des tendances à m'amener à force de le faire, puis tu le sens. Quand tu pognes une chose qui est faite pour toi, sincèrement, tu le sens, t'es vraiment bien, puis tu le fais bien, puis tu changes pas quelque chose qui marche sans raison, tu sais. Puis l'affaire aussi, c'est de pas varier trop. Si t'es quelqu'un qui est très maximaliste en ce moment, puis qui écoute Alexandre Bus il y a 5 ans, cette petite bitch parler, puis là, t'es comme, OK, ben là, faut que tu cours minimaliste. Mais là, t'es comme, non, man, si tu fais une transition de très maximaliste, là, des gros fucking easy qui sont des briques de ciment, mettons, à du barefoot, c'est sûr à shit que tu te blesses. Ouais. C'est sûr à shit que tu te blesses. Fait que c'est de faire des changements qui sont relativement progressifs là-dedans. Si tu t'en vas dans la littérature scientifique, c'est sûr que le poids de la chaussure est une variable limitante en course à pied. Étant donné que le pied est très loin du centre de masse, ben, si tu as 500 grammes de plus, c'est quand même un élément qui est à considérer dans ta performance. Mais mon coureur le plus compétitif que moi j'ai, puis si j'ai un concours à l'interne, mettons, qui est le Momentum 400 qu'on appelle. As-tu connu la série The 100? Non. Ben, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je connais pas la série. Ben, tu sais, le gars qui est venu, Marc-Antoine, de Barbecue Québec, à ton gym, mettons. Ouais. J'ai fait un concours avec l'affiche de cette série TV-là, que c'est juste des adolescents qui fixent, mettons, comme avec un regard dramatique. Puis j'ai mis des visages de clients. C'est devenu mon poster d'un concours à l'interne qui s'appelle le Momentum 400, qui sont des 400 mètres à l'autre. On a quand même un petit concours à l'interne de course, mettons. Puis mon client le plus en shape, qui a défoncé tout le monde, il court maximaliste à shit. Okay. Puis c'est un gars qui va faire un marathon en bas de 3:30 cette année. C'est un bon temps. C'est pas, tu te qualifies. Hey, non, c'est vrai, il doit être quand même limite de se qualifier pour Boston à son âge. Mais en tout cas, genre, c'est pas élite. C'est pas en moins de 3 heures qualifié à Boston? Ça dépend de ta catégorie d'âge. C'est une catégorie d'âge, ouais. Okay, ouais. Mais en tout cas, mon point, c'est il est pas élite, c'est pas un des meilleurs coureurs sur cette terre, mais il vous shifterait dans à peu près toutes vos courses que vous ferez, puis il serait pas insulté d'une quelconque manière. Puis c'est encore ça, tu sais, ça c'est quelque chose que le monde ne réalise pas. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire un marathon réalistiquement en bas de 3:30, avec net 3:20. C'est un temps incroyable, c'est vraiment bon. Si tu t'en vas record mondial, c'est 2h02, je pense. 2h01. Le gap est incroyable, tu sais, entre l'élite et du correct. Juste du très bon versus l'élite, c'est pas le même gap, tu sais. Puis lui, il court maximaliste, des gros fucking easy, des affaires de même, il n'y a jamais eu de problème. Fait que moi, je vais-tu changer ça parce que dans la littérature scientifique, ça dit que le poids de la chaussure varie. Exact. Tu sais, c'est toutes des affaires qui sont à conceptualiser, je pense, quand tu vois l'individu. Quand tu compares tes temps avec les records mondiaux, parce que, tu sais, admettons, tu compares... c'est parce que, ben, il y a peut-être bien des sports que c'est ça aussi, mais avec la course, c'est flagrant parce que, mettons, moi, je joue au hockey dans une ligue de garage, right? Fait que je peux pas comparer à quel point McDavid est... Hein? C'est hot, je savais pas que tu jouais encore. C'est vraiment cool. Ben là, je me suis pété l'épaule l'année passée dans la ligue de garage, puis là, faut que je recommence parce que sinon... Tu recommenceras jamais, man. Non, c'est ça. Jamais, les gars, ils m'ont comme écrit cette année, t'embarques-tu régulier, on a une place pour toi. Je fais, je vais y aller. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais y aller. Mais tu sais, mettons, tu joues au hockey, tu dis, j'ai des skills corrects, mettons, là. Je suis pas bon, pas le meilleur, mais pas le plus pire, mais t'as pas de mesurable pour comparer à quel point McDavid, Crosby sont bons, tu sais. Tu le sais qu'ils sont bons, mais quand tu cours, comme cette semaine, j'ai couru un 10, puis j'ai fait 46 kek. Il y a un très bon temps, man. C'est vraiment bon, sincèrement. Ouais, j'étais quand même content. Un gars de quasiment 200 livres, ça niaise pas, là. Ça niaise pas partout, là. J'étais élargi après, là. Mais après ça, je m'en vais comparer, je dis, c'est quoi le record du monde? Fait que là, je regarde sur un 10, le record du monde, c'est genre... Un réflexe très sain à avoir, pareil. J'ai fait mon meilleur 10 km. Quel est le record du monde? Je sais pas pourquoi. Là, j'ai dit, je vais aller voir le record du monde. Ça doit être les Olympiques qui viennent de passer puis on checkait les temps. Là, je vais voir genre 10 km, 26 minutes. Fuck. Je suis comme, j'étais à 20 minutes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. C'est des sincèrement. En course, moi j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que le monde, vu qu'ils courent, vu qu'ils peuvent faire les mêmes courses que le monde, ont l'impression que c'est plus comparable, mais c'est vrai que tu as raison que c'est plus abstrait quand t'es sport-wise ou plus en skill, mettons. Mais même 100%, tu sais, il y a une vidéo que moi j'ai adoré, entre autres à cause que ce gars-là, il fait des beams de Seigneur des Anneaux tout le temps, puis moi je suis un fan désespéré du Seigneur des Anneaux, sincèrement. Puis c'est juste un gars, dans le fond, qui s'en va courir l'UTMB, qui est l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est pas mal la plus grosse course en trail, c'est 150 km. C'est big. C'est 10 000 mètres de D+, 160 km, 10 000 mètres de D+, c'est du stock, puis c'est l'élite qui sont là. C'est vraiment, vraiment l'élite qui sont là. Un gars qui court des ultramarathons, qui ferait des bons temps dans n'importe quelle course au Québec.
il s'en va là, man, puis qu'il met la toune, tu sais, des Urukai, là, dans Seigneur des Anneaux 2, là, où est-ce qu'il pourchasse les Uruks, il met juste cette toune-là, puis il essaie de courir avec l'élite. Puis man, genre, les gars, ils partent pour 160 kilos, puis c'est un très bon ultramarathonien qui fait ça. Le gars, il t'offre 3 kilos. Ouais, il est pas capable de toffer le pace que ces gars-là t'offrent sur 160, il t'offre 3 km. Ouais. C'est incroyable, sincèrement, le gap dans le monde sportif, puis c'est malade, ça, sincèrement. Ouais. Puis même amateur très entraîné, là, tu sais, j'ai un de mes amis qui court, ça fait longtemps, puis là, il fait le marathon à Hot... Sais-tu, il y a un marathon petit train... Le petit train du Nord, c'est à Saint-Jérôme. Ouais, c'est bientôt... J'ai demandé à Jack de m'héberger cette nuit-là, d'ailleurs, fun fact. Mais je pense que... pour moi. Ah ouais? Je le fais, c'est lui que je fais, moi, tout. OK, ben j'ai un de mes... Écoute, je sais pas si c'est lui qui fait... Ben, il me semble que oui, il fait pas le bénévole à Montréal, il en fait un à... Justement, oui. Lui, tu peux... En faisant un bon temps là, tu peux te classer, hein, je pense, pour soit Boston. Ben, c'est ça. Puis il veut le rentrer en bas de 3 heures. Donc, c'est 4 minutes du kilo, là. Ah ouais? Hey, je suis comme, shit, man. C'est un marathon, man. C'est 4 minutes du kilo. 4 minutes du kilo, c'était lequel? Moi, je suis capable de te faire ça un peu en ce moment. 4 minutes du kilo sur un marathon, oublie ça. Hey, man, oublie ça, man, ça n'arrivera pas. Ouais. C'est très bon, là, ouais. C'est fucking bon. Mais tu sais, moi, ce que je trouve impressionnant aussi, c'est le monde qui font ça, puis qui ont des carrières, puis qui ont des enfants, puis qui ont... Tu sais, c'est un autre ballgame. Fait que... Hey, Alex, je sais qu'il est midi, fait qu'il faut que tu partes. Mais écoute, on aurait pu en parler longtemps, puis au pire, on fera une partie 2, man, éventuellement, parce qu'il y a plein d'affaires que je voulais parler par rapport à ça, mais... Ben, j'allais dire, on fera une partie 2 sur mon podcast, si tu veux, mais si tu veux en parler, on fera ça, man. Ça serait cool, sincèrement, ouais. Quand tu seras... on book ça quand tu veux, là, fait que... Ça ferait plaisir, man. On s'écrira après le podcast, puis écoute, moi, je vais quand même couper ça short, on fera une partie 2 à un moment donné parce qu'il faut que tu partes, Alex, mais les gens peuvent te suivre, peuvent suivre ton podcast comme on a mentionné tantôt. Confrérie de métal sur Spotify, YouTube aussi. Ben, YouTube, c'est plus le nom de Momentum HV encore. Ouais, c'est ça le fuck, dans le fond, c'est que Alex, c'est un petit peu... Hey, pourquoi j'ai dit ça, man? J'ai ça le monde qui parle 2 à 3e personne en plus. Je me suis fait pirater récemment. Okay. Fait que Momentum HV existe comme plus. Okay. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu essentiellement les 10 ans de ce que j'ai fait sur les médias sociaux. La bonne nouvelle... Ouais, mais ça m'a donné une bonne occasion de refaire mon logo. Puis j'ai refait mon logo incroyable, puis j'ai fait une joke d'Arnold Schwarzenegger dans mon logo qui est vraiment abstraite. Fait que juste pour ça, je ne regrette rien, ça valait la peine, sincèrement. C'est bon. Mais fait que ouais, j'ai rechangé de nom un peu, puis j'ai rechangé mes affaires. Momentum à jouer, Facebook, Instagram, j'ai juste plus accès à ça. Fait que je pense que les pages sont pas fermées, je suis pas capable de les fermer. Fait que écrivez-moi pas sur Momentum. Vous allez probablement parler à quelqu'un qui m'a hacké quelque part en Russie, faites pas ça. Ils vont vous demander vos identités. Puis... Ouais, c'est tannant, man. C'est tannant en plus. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça n'a pas été le best. Fait que j'ai plus accès à ces pages-là qui est contre manière. Le YouTube est encore le mien. Par contre, étant donné que ça roule sur Momentum et que j'ai pas accès aux médias sociaux, je m'en sers pas tant que ça, je te dirais. Fait, les meilleures manières de m'écrire, c'est sur mon Facebook personnel, Alexandre Bus, sur mon Instagram, Alexandre Bus, ou sur la confrérie de métal, le podcast, pas mal là. Parfait. Ben, je mets les liens dans la description, là, comme d'habitude. Fait que... Tu vas mettre les liens de ma compagnie de suppléments aussi? Oui. runnersupplement.com. Exact, c'est ça, ouais. Des suppléments pour augmenter ton temps sur un 10 kg. Puis... Il y en a des suppléments pour augmenter ton temps. Ça, c'est probablement une espèce de mine aussi qui n'est pas très développée. Même la plupart des suppléments dans le monde d'endurance ne sont pas si bien formulés que ça par rapport à ce que nous autres, on est habitués dans le monde du gym. Je te dirais, mais en tout cas, ça, c'est une autre conversation. Ouais. Mais oui, il y a un marché, mais non, je ferais pas ça. Je ferais pas de suppléments sportifs. J'ai pas de C'est compliqué aussi, ça. Ouais. Fait que... Mais surtout, je suis très believe, man. Moi, je suis vraiment... Mon critère numéro 1 de suppléments sportifs, c'est genre à quel point c'est délicieux. C'est ça mon critère numéro 1. Puis pour vrai, believe supplément, Julien Haroun, la manière qu'il mixe ça, c'est incroyable. C'est tellement bon. C'est je suis bien d'accord aussi. Le brand... Moi, j'ai accès à plein de gammes de suppléments, là, des genres de gamme tes EA, ils goûtent le sable, puis ils goûtent le... C'est de la bonne qualité, c'est de l'excellente qualité, puis je comprends qu'il n'y a pas de saveur naturelle, sauf que dans la réalité, quand tu arrives pour donner ça à monsieur, madame, tout le monde, ça me tente que ça goûte bon, parce que là, tu m'as coupé telle affaire que j'étais habitué de prendre mon déjeuner avec du lait au chocolat. Donne-moi donc d'autres choses qui vont goûter sensiblement la même affaire. Fait qu'évidemment que Believe fait quand même la job pour ça parce que les saveurs sont incroyables. Fait que... Puis la qualité est bonne aussi avec Believe, faut se le dire. Je suis sûr que la qualité est bonne. J'ai jamais pris le temps de regarder les ingrédients. Moi, je suis comme popsicle 3 couleurs,
Ouais, c'est ça. Ça me va très bien. Ça, m'en fous de ce qu'il y a dans le produit. Popsicle 3 couleurs, c'était bien chill. Mais ça pour dire, ouais, j'ai pas de compagnie de supplément. Ouais. C'est mon voix. Popsicle 3 couleurs, ça pique d'en face. Je craquais avant d'aller m'entraîner. Ouais. Hey, j'ai coupé le pré-workout, man, cette année. Puis ça a été. J'ai plus ce feeling-là, nécessairement, de piquage d'en face. Il n'y a pas tant de suppléments qui vendent juste de la bêta-alanine. Non. Fun fact, c'est souvent mixé puis tout. Puis j'ai coupé carrément les pré-workouts. J'en prends juste un par semaine. Avant, j'étais là-dessus, j'étais comme 400 mg de caféine au fond. Oui, mais tu n'as sans stimulant, Believe, ils font justement des sans stimulant. Pas de bêta-alanine dedans. Non? Pas dans le. Ben, je pense pas. En tout cas, il me pique pas d'en face s'il y en a. Ok. Mais c'est trop saturé. Je suis pas mal sûr qu'il y en a. Ben oui, man, c'était un enjeu, sincèrement. J'ai travaillé avec une psycho-aide pour m'aider à balancer mon mode de vie cette année. Mon mode de vie qui n'était pas essentiellement très balancé sur comment faire foutre une future vie de famille là-dedans. Tout. La première chose qu'elle m'a dit, c'est mon homme, il va falloir que tu coupes la caféine. Ça va pas d'allure, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, tout est beau. Santé Canada, tu sais, c'est ça, je te dis, j'étais tellement caché à merde l'année passée, il y a quelques mois. Puis là, elle me disait ça, man. Puis là, j'étais comme, Santé Canada recommande 400 mg, j'étais à 400 mg, tout est good. Mais elle dit, mais tu dors pas. T'es comme, tu sais, arrête. Fait que c'est ça, j'ai comme commencé à couper ça un peu, puis ça fait vraiment de différence, sincèrement, sur ces trucs. J'arrive plus craquer, puis genre en mode destruction au gym. Mais... Des fois, c'est correct. Ah, il y a un charme à ça, man. Il y a un charme à avoir une pulsion de mort, mais c'est pas sain d'entraîner à ce niveau-là, c'est ça l'affaire. Ah, je te dis, des fois, c'est correct de pas arriver craqué au gym puis juste faire tes petites affaires. Ouais, 100%. T'es tout le temps allumé, arrivé trop allumé, c'est pas bon non plus. Mais c'est que tu... Puis même, tu sais, il y a des trainings de marde que j'étais capable de cacher avec des quantités déraisonnables de caféine, mais t'es comme... Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas un bon training, man, en ce moment. Puis si tu t'entraînes plus haut que ce que tu devrais t'entraîner, c'est pas tant surprenant que tu te blesses. C'est ça. Et tu masques ça artificiellement avec de la caféine. Tu masques la fatigue, c'est sûr que tu te blesses. T'sais. Exact, c'est ça. T'as-tu déjà fait... Ben là, t'en prends un petit peu, mais t'as-tu déjà fait un long stretch? C'était sûr que t'allais me dire de la poudre, man. T'es comme, t'as-tu déjà fait de la poudre? T'as-tu déjà arrêté de prendre de la caféine pendant un petit bout? Hey, certain, man. Je faisais ça à toutes les... Dans le temps que j'étais caféiné au bout, je faisais ça à tous les mois. Toutes les 6 semaines, peut-être. Tu prenais quoi? Une semaine off? Une semaine off. Ben, dans le fond, je l'avais compté. Je sais pas si c'est correct. Je l'avais compté ces symptômes de sevrage. Parce que j'avais, mettons, 3 jours de mal de tête ou de manque d'énergie pis tout. Puis le temps que ça me prenait avant que mes symptômes de sevrage disparaissent, mais je doublais ça. Fait que si ça m'avait pris, mettons, 4 jours puis avoir de symptômes, je faisais 8. Si ça m'avait pris 3 jours, je faisais 6. Ça m'avait pris 2, je faisais 4. OK. Mais je sais pas si c'est la bonne manière de faire, c'est juste comme ça que je le faisais, parce que je me disais réalistement les symptômes de sevrage sont en lien justement avec les aspects négatifs, mais j'ai jamais validé cette information-là. Je sais pas. Moi, j'ai déjà fait 2 semaines et plus, là, puis quand ma fille est née, justement, on dormait plus, je ferais pas de café. Tu dormais plus quand ta fille est née, t'es sérieux? Non, mais je dormais plus. C'est hot. On dormait, vu que j'étais en congé parental, écoute, là, l'après-midi, elle dort, tu catch up ton sommeil que t'as pas eu le temps dans les premières nuits, fait qu'on refaisait des siestes, fait qu'on était plus lazy, dans le sens que t'étais à la maison, c'est l'automne, fait que on dormait plus fractionné, mettons. Puis la fois que j'ai repris mon premier café après 2 semaines et demie, là, watch out, je voyais le son. J'étais comme, est-ce que c'est fort la caféine, pareil? Ah ouais, man, c'est hot parce que c'est une drogue qui est socialement acceptée. Ben, juste ça, c'est une drogue. C'est juste une drogue. Mais tu sais, le baseline de la société, de la population mondiale, le baseline est rendu avec la caféine. Oui. Puis tu sais, moi j'aime ça être high aussi mentalement. Sentir que mon cerveau il spin, maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est cave, là. Tu sais, c'est pas ça la vie, même, là, tu sais. Mais bon. Mais en sens... Il va falloir que je me sauve parce que j'étais en train de payer un rendez-vous que j'ai pas accès en ce moment. Ouais, c'est ça. Merci, Alex, pour ton temps. Puis, merci beaucoup, man. C'est bon. Fait que... ça me ferait vraiment plaisir de faire une prise 2, sincèrement. Parfait. On communique ensemble. Je te laisse aller, Alex. Merci beaucoup, man. Ciao. Merci, Alex. C'était vraiment nice. Yes. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Fait que on n'oublie pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple. J'ai dit Spotify, mais on laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple. On s'abonne à la chaîne YouTube. Fait que on partage l'épisode avec Alex Busque au maximum. Puis nous autres, on va se dire dans un prochain épisode. Ciao!